pourquoi cette table ronde? Juste pour vous dire qu'on ne peut pas faire de progrès en cardiologie au sens large sans avoir des collaborations très étroites avec les gens qui développent les innovations. Et c'est bien évidemment pas les docteurs qui font cela, mais des ingénieurs quand c'est de la technique ou des chimistes quand c'est du médicament. Et que donc, à un moment donné, il faut être en interface avec les patients. Et alors là, notre rôle apparaît. Et donc, je voudrais discuter deux axes. Le premier axe, et je demanderai à Georg de se présenter et de commencer, c'est quand l'entreprise vient nous voir. Et pourquoi elle vient nous voir? Et je pense que c'est un bon exemple, votre histoire. Et donc, si vous pouviez vous présenter votre entreprise et puis nous dire pourquoi c'est intéressant de venir voir Action. Très bien, merci Gilles. Je m'appelle Georg Bertlein, je suis le fondateur et le dirigeant de la société High Life. J'ai été précédemment, dans la dernière décennie, j'ai été cofondateur et co-développeur de la technique de valve aortique corps valve dont on a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc je suis ingénieur de formation, donc je suis toujours très impressionné quand je suis parmi autant de médecins et de professeurs. Et donc finalement, ces deux projets, à la fois CoreValve et High Life, sont le résultat de collaboration entre des ingénieurs, des cardiologues, des chirurgiens. Et c'est vraiment à la croisée de toutes ces disciplines qu'on arrive à faire naître l'innovation. Donc nous ingénieurs, on est un petit peu les bidouilleurs dans la maison. On essaye des petits trucs, ça ne marche pas, on réessaye. Donc on a besoin pour ça d'être un peu créatif et un peu bricoleur, mais on a besoin pour ça d'être guidé. Donc qu'est-ce qui fait qu'un bidouillage va être favorable ou défavorable? Ça, on n'est pas capable de le déterminer tout seul. On a besoin pour ça de l'avis des médecins. Donc c'est là qu'on vient voir les cardiologues, les chirurgiens ou voir d'autres disciplines selon les cas de figure. Et on se fait guider, on a besoin de ce dialogue pour déterminer quelle est la bonne innovation et comment l'améliorer et finalement comment l'appliquer chez l'homme. Alors on a connu ces allers-retours entre l'ingénieur et le chirurgien cardiaque. Pascal Leprince est le professeur de chirurgie cardiaque, chef du département de chirurgie cardiaque ici, qui parlera dans un instant. Mais on a connu ça pour le TAVI, Pascal, à l'époque, avec Alain Pavie, avec Georg et avec toi. Comment tu vois ça? Un industriel que tu ne connais pas qui débarque et qui t'invente la vie sur la valve aortique du jour au lendemain, là. Parce que c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, mais c'est le côté plaisant de ce travail. On est quand même tous les jours en chirurgie cardiaque, notamment dans une espèce de routine permanente. On fait à peu près toujours la même chose. On n'a pas beaucoup d'opérations en chirurgie cardiaque par rapport à nos collègues digestifs, etc., ou orthopédistes. Et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vient en disant « Moi, j'ai révolutionné votre façon de faire, votre façon de changer la valve. » Alors, il y a deux façons de faire. C'est soit de le mettre à la porte, soit d'ouvrir la porte, et il n'y a pas 36 autres façons. Et je crois qu'ouvrir la porte, c'est ce qui est le mieux. Alors, bien sûr, ensuite, ça instaure une confiance mutuelle dans les produits, dans le sérieux du produit, dans le sérieux du suivi. On est là avant tout pour faire du soin et pas pour faire de l'expérimental, ça c'est clair. Mais à partir du moment où ça se met en place, je crois que c'est extrêmement facile et on l'a mis en place encore plus facilement que ça s'est fait en collaboration, bien sûr, avec l'industriel, mais surtout aussi avec les cardiologues et les chirurgiens. Et je crois que ça a révolutionné notre mode de fonctionnement. Donc ça, c'est un grand moment en plus dans le mode de fonctionnement des cliniciens, cette fois, de travailler non plus chacun séparément à deux étages séparés, mais vraiment tous ensemble au même étage. Oui, j'ai l'impression que, vu de notre côté, quand on vous voit arriver, il y a deux sentiments. Il y a un petit sentiment d'enthousiasme. On se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est? Il vient de m'inventer une fusée qui peut décoller, longer, monter l'escalier à 10 cm du sol, partir, revenir, et on trouve ça incroyable. Et puis on a un grand scepticisme en disant, mais attendez, ça va pas le faire pour nos patients. Et finalement, ça le fait. Donc, High Life, c'est le prochain challenge. La valve mitrale, c'est quand même, tout le monde le dit, plus compliqué que la valve aortique. Oui, c'est beaucoup plus compliqué. Effectivement, tout à l'heure, vous avez dit très gentiment, on a repris la recette de CoreValve, on l'appliquait à la mitrale. Bon, si c'était aussi simple, ça se serait fait en même temps, parce que les gens regardaient ce qu'on faisait et ils ont été capables de le faire tout de suite. Et donc, finalement, toutes les équipes qui travaillent sur la mitrale dans le monde, grosso modo, sont décalées de 10 ans par rapport à toutes les équipes qui ont travaillé sur l'aortique. Donc c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Le challenge anatomique est bien plus complexe. On ne peut pas appliquer les mêmes recettes. Donc il faut réinventer quelque chose.
Et donc c'est un travail de longue haleine. On a fait beaucoup d'essais, on s'est beaucoup trompé. Et puis finalement, au bout d'un moment, on a quelque chose qui fonctionne. On l'évalue d'abord in vitro, dans des tubes en plastique dans lesquels on fait circuler de l'eau. Et puis quand ça commence à marcher raisonnablement bien, on passe chez l'animal. Et quand ça marche bien, eh bien, il y a un moment où on se dit on n'apprend plus rien chez l'animal. Il faut commencer à voir quel type de patient pourrait bénéficier du traitement. Et c'est là où on vient forcément voir les médecins, c'est là où on travaille avec Action, où on met en place un protocole d'études cliniques. Et c'est là que le dialogue véritablement s'instaure. Avant ça, il peut y avoir des levées de boucliers. Les médecins peuvent dire ça, vraiment, ça, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Donc on modifie, on revoit notre copie. Et donc c'est vraiment un travail itératif extrêmement long. Pour vous donner une idée, Corvalve a été créé à Paris en 2000. Et la première implantation qui a été faite chez l'homme, c'était en 2004. Et le droit de commercialiser, c'est-à-dire une fois qu'on avait assez de données pour montrer que c'était vraiment une technologie efficace et sûre, c'était en 2007. Donc on a mis 7 ans à développer le produit jusqu'au stade où les médecins pouvaient l'utiliser. Et c'est devenu par la suite, avec encore d'autres améliorations, c'est devenu un succès important dans plein de pays du monde. Pour la mitrale, on a créé l'entreprise en 2010. On a fait le premier cas l'année dernière. Le premier patient a été traité l'année dernière. Et aujourd'hui, on a un tout petit nombre de patients qui ont été traités. Tous les résultats nous ont montré qu'on était sur la bonne voie, même s'il y avait encore des choses qu'il fallait affiner. Et donc maintenant, on a besoin de plus grandes données statistiques. On a besoin de plus de patients pour vérifier que les hypothèses qu'on a faites sont justes. Et c'est cette étude qu'on voudrait commencer en France et en Allemagne dans les prochains mois. Voilà, la question c'est est-ce qu'on est des pionniers à l'heure qu'il est ou est-ce qu'on va s'effondrer lamentablement avec cette technique. Mais vraiment, on aimerait être les pionniers et avoir une nouvelle technique à disposition pour traiter ces patients. Alors ça, c'est quand l'entreprise vient nous voir. Et il y a un autre sens de communication, c'est quand nous allons voir les entreprises. Et j'ai demandé à Dorothée Duron d'être à la table parce que c'est en fait une idée qui vient d'elle, de dire mais sortez donc de votre hôpital, allez voir les gens qui ne sont pas malades et faites de la prévention cardiovasculaire là où sont les gens, c'est-à-dire sur leur lieu de travail. Et j'ai écouté Dorothée et puis je me suis dit mais est-ce que ça va marcher ce truc? Et ça marche remarquablement bien. On est allé dans des grands groupes qui n'ont rien à voir avec la santé, que ce soit Vinci, Nestlé, Chanel et d'autres maisons qu'on fera parler dans un instant. Mais Dorothée, ça vous est venu d'où cette idée? Alors en fait, je ne pensais pas que ça venait de moi. Je pensais que c'était votre initiative et que je l'ai peut-être... Vous l'avez mûri. Voilà, donc, je l'ai mûri et l'ai transformé. En fait, ce qui est intéressant dans cette démarche Action au cœur de l'entreprise, c'est la dimension collaborative. C'est-à-dire que c'est un mécénat original, c'est un mécénat qui est finalement très dans l'air du temps de l'idée de collaboration, puisque ça repose sur cette idée, l'entreprise a besoin de s'occuper de ses salariés, de faire de la prévention, et que finalement, quand Action va dans l'entreprise, elle fait la prévention, elle est payée pour faire de la prévention, et en fait, le fruit de cette prévention est utilisé pour la recherche clinique. Donc on a un double bénéfice, à la fois pour l'entreprise, au sens où elle prend soin de ses salariés, et en même temps pour la recherche clinique, puisque ça permet justement d'assurer ce sponsoring financier pour pouvoir conduire la recherche clinique. Donc il y a cet effet win-win, gagnant-gagnant, enfin on dit en français ou en anglais comme on veut, où à la fois on aide la population saine à prévenir un risque, et en même temps, plus largement, à améliorer la prise en charge et des maladies cardiovasculaires. Donc c'est sympa. C'est un beau concept et qui marche bien. Et donc, ce mois-ci, on va aller chez vous. Est-ce que vous voulez nous dire pourquoi vous nous accueillez alors chez Lacoste? Chez Lacoste. Effectivement, c'est ce que explique Dorothée. Nous, on considère chez Lacoste, en fait, le groupe Lacoste, c'est à peu près 10 000 personnes dans le monde et il y a 2 000 personnes en France avec des populations très hétérogènes, des jeunes, des personnes plus âgées. On va bientôt fêter les 45 ans d'entreprise chez
j'ai pas mal de nos ouvriers et ouvrières à Troyes, où on fabrique dans l'Aube. Et c'est vrai qu'il est important pour l'entreprise de prendre soin de ses salariés. D'abord parce que c'est un facteur de performance au bout du compte, hein, c'est win-win aussi. Et c'est vrai que la formule de dire on apporte quelque chose de plus à nos salariés et en plus on contribue à la recherche, c'est quelque chose de stimulant et d'intéressant. Moi je suis responsable de la com interne et aussi de la RSE, et la RSE c'est la responsabilité sociale de l'entreprise. Et on est d'abord responsable vis-à-vis de la société, mais la première responsabilité qu'on a, c'est quand même vis-à-vis de nos collaborateurs. Et ça, c'est un formidable projet, c'est quelque chose d'intéressant. Les collaborateurs, ils sont là, ils sont captifs, on peut leur parler. C'est important de leur parler parce que finalement, c'est peut-être des malades qui s'ignorent. C'est souvent des malades qui s'ignorent. Enfin, je pense que vous allez plus le dire, mais finalement, on attend l'accident, on ne sait même pas si on est peut-être malade, on ne le sait pas, on ne sait pas comment préserver son cœur. L'entreprise, c'est aussi un lieu de stress et de tabacologie. Donc, c'est vraiment le lieu où on peut le plus sensibiliser les gens à cette prévention et à l'attention portée à leur cœur, puisque, bon... Certes, le cerveau, c'est important, les bras, c'est important, mais le cœur aussi, et on n'en parle pas du tout aujourd'hui. Enfin, moi, je suis toujours surprise, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises, de voir, on a des défibrillateurs, mais est-ce qu'on sait s'en servir? Je ne crois pas. Moi, franchement, si on me demandait de me servir du défibrillateur, j'en suis bien incapable. Je suis allé chez vous et j'ai demandé à l'hôtesse, qui avait un défibrillateur en face son bureau, là, si elle savait s'en servir. Et elle m'a dit que non, qu'elle n'avait pas eu la formation et que la formation avait eu lieu il y a très longtemps et que... Voilà, mais moi je dis toujours, c'est comme les extincteurs. En fait, on les a, mais on ne sait absolument pas s'en servir. Et le jour où il y a un problème, d'abord, comment reconnaître le problème? Bon, moi, je n'ai pas posé les questions, mais franchement, les symptômes, je pense que pour nous, dans l'entreprise, enfin, nous qui sommes vraiment complètement ignorants de tout ça, c'est la première des choses à expliquer aux gens. C'est quoi la différence entre une fibrillation et une crise cardiaque? On a des CHSCT, on a des responsables HSE, mais en fait, personne ne sait tout ça et personne n'en parle. Et c'est quand même très important parce que c'est la vie. Donc, nous, chez Lacoste, mais comme je pense dans beaucoup d'entreprises, on pense à la DRH que c'est un élément essentiel de relation avec les collaborateurs et encore une fois de responsabilité vis-à-vis d'eux et vis-à-vis de ce qu'on fait avec eux. Voilà, et nous, on voit tellement de patients qui nous racontent leur histoire avant d'arriver ici. On se dit, mais il avait l'information, il avait le signal d'alerte, il n'a pas fait ce qu'il fallait, il ne savait pas ce qu'il fallait. Alors on se dit, si on pouvait leur dire avant et que ça fasse boule de neige, ça serait tellement mieux. J'ai demandé à monsieur Ansem de se présenter, autre groupe avec lequel on va travailler. On n'a pas encore commencé, mais... on va y aller. Voilà, c'est pour le mois d'octobre. On est sur la liste d'attente, effectivement. Donc, en fait, il y avait une longue liste d'attente. Et effectivement, c'est une belle rencontre qui a eu lieu il y a quelques semaines. Et comme mes collègues, je partage les mêmes choses. Mais ce que je pourrais rajouter par rapport à notre groupe, on a une démarche sécurité. On est un groupe industriel avec beaucoup d'activités dans différentes usines. C'est le groupe Avril, groupe agro-industriel, avec des usines en France. On est à peu près 4000 en France et 3000 autres personnes dans le monde. Ça fait un groupe de 7000 personnes. C'est pas énorme, on n'est pas très loin. On est un peu à taille encore humaine, on va dire. Et c'est vrai qu'on a une très grosse démarche sur la sécurité au travail, donc sur vraiment la prévention des accidents du travail. Donc c'est pas trop le sujet d'aujourd'hui, mais c'est tout ce qui est les coupures, les chutes, les problèmes de manutention et tout ça. Et on fait des progrès, bien évidemment, on s'est bien amélioré, mais on se rend compte qu'il faut aller plus loin. C'est-à-dire que maintenant que les gens se blessent moins, malheureusement on ne peut pas dire plus, mais se blessent moins, maintenant il faut qu'ils soient en bonne santé. Et effectivement, ça passe par un certain nombre d'actions, et ce genre d'actions et d'initiatives de prévention, outre tout ça, le côté évidemment mécénat qui fait qu'on va financer, en plus d'une sensibilisation auprès de notre personnel, de la recherche. Ça c'est vraiment quelque chose d'innovant, je dirais un petit peu, c'est pas courant, mais il y a le côté aussi de notre responsabilité et le côté vraiment d'améliorer la santé de nos personnes pour que déjà ils soient présents, qu'ils soient plus performants, mais aussi c'est un peu le rôle de l'entreprise, je veux dire, c'est un constat, je ne vais pas en débattre si c'est bien, si c'est pas bien. Malheureusement, en France, l'État n'a peut-être plus forcément les moyens de faire autant de prévention dans ce domaine. Et on pourrait s'en lamenter, mais je pense que les entreprises, si on peut essayer de compenser un peu ça et de reprendre notre rôle,
pour passer des messages de santé. Ça nous semble très très important parce qu'on sait que ça va diffuser, c'est-à-dire que si on en parle à nos collaborateurs vont en parler dans leur famille, et c'est un peu une manière comme le sachet-thé qui va infuser et ça va se répandre, on espère, par ces biais-là. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans ces partenariats, oui, de tout type? Ça marche dans les deux sens. Voilà, on voulait vous montrer cela parce que je pense que c'est important et on a l'impression aussi de faire de la prévention comme il faut. Carole, oui. Je me permets juste de faire une remarque où c'est très bien de faire de la prévention, etc. Mais ce qui est aussi important, c'est de réfléchir aux techniques en fait, d'éducation ou de prévention parce que la plupart du temps, j'ai l'impression que c'est ressenti comme un peu la corvée de « oh là là, je vais apprendre à faire le massage cardiaque » ou je ne sais quoi. Et donc, je pense qu'il y a tout un travail de la part d'Action, des acteurs qui font la prévention pour vraiment adapter le contenu. Alors, la forme, en fait, le fond, on connaît, mais la forme est très importante et je pense que voilà, elle est adaptée en fonction de l'entreprise, en fonction de l'âge, en fonction de si on va dans des lycées, dans des collèges, c'est pas la même chose. Alors, on a fait ça aussi, les collèges et les lycées. Voilà, et je dois dire que c'est important ce que tu dis, mais c'est aussi pour ça qu'on forme certains d'entre nous à ces modules d'éducation. Johan a été formé cette année, tu es formé, Françoise Pousset est formée, et donc on n'envoie pas des médecins standards dans les entreprises délivrer un message de prévention comme on le délivre à un patient dans un lit à l'hôpital. Mais la Croix-Rouge ne fait que les gestes de secourisme. Mais nous, on ne fait pas que ça. Non, d'accord. Non, mais je veux dire, j'ai bien compris, mais je veux dire, l'acclimation aux défibrillateurs, etc., ces choses comme ça. Là, c'est dans le programme de... Ils le font, ça? Oui, c'est dans le programme des sauveteurs secouristes. Parce qu'on a quand même des sauveteurs secouristes du travail, en fait, dans les entreprises, qui sont formés à l'utilisation. Parce qu'effectivement, je ne vais pas vous l'apprendre, il faut non seulement savoir pratiquer le massage cardiaque pour savoir utiliser le défibrillateur. Et juste pour rebondir, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut s'adapter. Mais il y a une chose qui est qu'actuellement, du fait que quand même on en parle un petit peu plus et que je pense que tous, on connaît au moins une personne dans son entourage qui a eu un problème, un AVC ou quelque chose. Donc nous, quand on a commencé à parler que vous allez bientôt venir, les gens sont vraiment très très intéressés. Et voilà, je pense que c'est pas une corvée, bien au contraire, les gens sont de plus en plus ouverts. Il y a peut-être 5 ou 10 ans, c'était moins le cas. Mais je pense que maintenant, il y a vraiment... Il y a une vraie attente. Voilà. Il y a une vraie attente. Nous, on le voit quand on y va.